Gérard Alzard, bonjour. Bonjour. Quels étaient à l'époque les axes d'action, les grandes orientations d'Indecosa durant la période où vous avez été président? Bien, avant, je voulais dire un mot à ce propos parce que les thèmes et les sujets ne sont pas venus comme ça spontanément. J'imagine. Parce qu'il y a eu une période d'apprentissage et de définition de la place d'une association CGT et qui puisse trouver son champ d'intervention sans jouer les CGT bis et sans oublier la place dans la société civile en tant qu'association de consommateurs. C'est une double nature de... Absolument, la double nature, et en même temps la double nature, c'est une association CGT de consommateurs et qui assume en toute responsabilité son activité. Ce qui évidemment était... il y avait un petit côté révolution dans la CGT. Par chance, et ça je crois que vous l'avez vu, donc par chance les dirigeants fondateurs d'Indecosa ont joué un rôle courageux et considérable, avec, il faut le dire aussi, une direction de la CGT qui à l'époque était d'autant plus favorable qu'elle avait décidé la création. Georges Segui d'abord, et ensuite Henri Krasuki. Donc il y avait des parrainages d'importance. Mais ceci dit, la difficulté était pour autant quand même énorme dans la mesure où il y avait... Indecosa est né quasiment tout de suite à la veille de la naissance du gouvernement d'Union de la gauche. Donc ça pouvait être un élément... 2 ans avant, 2 ans avant, mais ce n'était pas prémédité. Non, pas du tout. En tout cas, Indecosa n'y était pour rien. Ça, c'est sûr. Mais en revanche, à l'extérieur, la naissance d'Indecosa a fait naître un certain nombre d'interrogations, voire de craintes. Du côté du mouvement associatif, des doutes sur la nature réelle d'une association de consommateurs. Et des intentions de la CGT. Le côté loup dans la bergerie. Dans la CGT, il y avait aussi pas mal d'interrogations quand même. L'idée qu'est-ce qu'on va faire avec une association alors que nous sommes syndicalistes de lutte de classe. Est-ce qu'il n'y a pas un petit danger de réformisme ou de déviation? Donc tout ça, l'idée, est-ce que la consommation, c'est bien de la responsabilité d'une organisation syndicale comme la nôtre? Et puis, le mouvement consumériste est souvent un mouvement qui gère plutôt la crise plutôt que de développer des combats transformateurs. Voilà. Donc, et puis, il y avait un petit doute sur l'autonomie d'Indecosa. Donc, c'est à mon avis important de rappeler ça parce que c'est la vie et le réel qui a finalement changé les choses, à la fois du point de vue de l'opinion des uns et des autres, à l'intérieur ou à l'extérieur de la CGT, et puis la nature des combats, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier aspect que je voulais. Alors moi j'ai vécu Indecosa par plusieurs entrées, puisque à la naissance d'Indecosa, j'avais travaillé en 1979 sur l'indice des prix, qui a en quelque sorte été le prélude à la vie d'Indecosa. Je dis quand même que Indecosa est né au lendemain du 40e congrès.
puisque le 40e congrès de la CGT, c'était 78. Et il y avait là, dans l'environnement, si je puis dire, des luttes sociales, une dimension nouvelle du monde associatif. Et là-dedans, de la place de la consommation. Donc tout ça a fait que la question d'intervenir sur la consommation a quand même été dominante. C'est à cette période-là aussi qu'on a commencé à créer un début d'intervention sur le cadre de vie. Ah oui. Ouais. Avec Jacqueline Lambert qui avait cette charge-là. Et ce qui est manifeste en tout cas, c'est que moi j'ai 4 séquences. Mais en tout cas, moi ce qui me paraît très intéressant, c'est une conjugaison dialectique entre l'autonomie et la responsabilité. C'est difficile à assumer ça. Est-ce qu'on est dans le giron CGT et donc on se débrouille pour faire parler la CGT dans le milieu des consommateurs, ou est-ce qu'on fait autre chose? Et on se contente de dire ce que dit la CGT? Absolument, oui. Ou bien est-ce qu'on on fabrique une démarche qui soit spécifiquement associative? Faut dire que dans l'aspect novateur qu'il y avait pour une association, c'était une première quand même. Ben oui. C'était l'intervention à l'extérieur de l'entreprise. Pas sur le terrain spécifique de la CGT. Et en même temps, ça s'adressait aux salariés aussi. Alors, voilà. Et salariés et consommateurs. Salariés et consommateurs. Donc, c'était un champ complètement nouveau, mais très vite, et ça c'est ma première remarque, le chemin parcouru a été très important parce que la sensibilité union locale est apparue très vite. Parce que les unions locales, en tant que telles, ont l'habitude de recevoir des salariés souvent isolés, qui ont des problèmes très particuliers, très personnels, très personnalisés, et en dehors de l'entreprise. En dehors de l'entreprise et en rapport avec justement la consommation. Donc très vite, cette question-là est apparue. Deuxième remarque, donc après c'est l'expérience du concret en direct avec les salariés. En direct. Et la dimension du champ consommateur ou consumériste est apparue dans toute sa plénitude. Ceux qui posent la question du logement, des loyers, de la nature du logement, etc. Ceux qui posent la question de l'alimentation, le rapport au service public en tant qu'usager, à l'extérieur. Et souvent, le discours de la CGT a du mal à pénétrer les usagers. Mais là, c'était en direct. La question plus tard du surendettement, j'y reviendrai, la question de la formation des prix, d'abord des prix, du pouvoir d'achat en général, et de la formation des prix. Donc tout ça est apparu comme le terrain privilégié et naturel d'un décausal. Avec en plus la spécificité CGT, c'est-à-dire que le discours n'était pas le même que les autres composantes du mouvement consumériste. Donc ça c'est la deuxième remarque. Très vite, le poids du concret qui fait que une sorte de validation de l'existence d'un décausal. Troisième remarque, constat, c'est assez vite un décausal a gagné sa place dans le milieu des consommateurs et des associations. Et donc le scepticisme ou la méfiance à l'égard d'un décausal se sont trouvés levés
par les faits, plus par rapidement l'intervention. Plus rapidement que prévu, quoi. Ah oui, absolument, oui. D'autant plus que, évidemment, un Decosa siégeant dans le comité des consommateurs a fait ses preuves, en quelque sorte. Des relations se sont installées et des concertations se sont concrétisées. Donc, ce que je veux dire, c'est que un Decosa a fait découvrir sa nature aussi avec ses interlocuteurs, et en même temps, dans sa nature, il y avait l'idée que un Decosa ne venait pas pour se couler dans le moule du mouvement consumériste tel qu'il était, mais apportait une spécificité dans les discours, dans les pratiques, dans les rapports aux salariés. Donc tout ça fait que dans la vie se sont définis, précisés le rôle, la vocation, la finalité d'un Decosa. Aussi aux yeux des organisations CGT, donc c'était très important. La démonstration par les faits, par la pratique, par ses rapports en même temps à la CGT et au consumérisme. Et très vite est apparu des choses sur lesquelles la CGT jusque-là n'avait pas n'était pas intervenue. Sur le besoin du droit à consommer, sur la question de les mutations nécessaires pour les services publics, les rapports avec la question de l'alimentation et de la sécurité alimentaire. OGM. OGM, en 1998-99, 5 colloques qui se tiennent à l'initiative d'un Decosa en province et à Paris, et où la question qui est posée, c'est le, comment dirais-je, le révélateur ou la révélation pour la CGT. Que se tienne un colloque comme ça à Montreuil, avec il y avait 7-8 associations européennes, et qu'on traite le rapport entre OGM, alimentation, production, et donc salariés de toute l'industrie alimentaire, c'était tout à fait important, quoi. Et ça, c'est peut-être le rôle original d'un Decosa, à vous entendre, c'est-à-dire que être capable de faire le lien entre ces trois dimensions des préoccupations absolument. Enfin, à l'époque, mais oui. actuelles. Oui, absolument. Mais c'est là où c'est la confirmation qu'il y a besoin d'une association comme ça. La CGT ne peut pas, en tant que telle, traiter des questions-là, des questions de cette façon, dans la mesure où la reconnaissance et la présence de l'association conditionnent l'accord et les convergences avec d'autres composantes du mouvement consumériste. Et là, le discours était un discours associatif, avec comme fond de scène l'expérience et la culture CGT. Oui, absolument. Donc voilà, et donc ça c'est très intéressant, on verra 2-3 exemples tout à l'heure. Le dernier constat qui me paraît essentiel, celui-là, parce que ça ne pouvait pas fonctionner sans ça, c'est la place et l'engagement des militants et des militantes sur ce terrain-là. Ça aussi, c'était pas nécessairement spontané, naturel, pour un militant CGT. Pas du tout. Non, il y avait une demande de précision ou de vérification. Qu'est-ce que vous allez faire là-dedans ? Et d'ailleurs, c'est assez singulier, et en même temps pluriel, heureusement, parce qu'il y avait du monde, que ce soit souvent des retraités.
Ah oui, déjà. Ah ben oui, déjà. Mais ça ne s'est pas limité à ça, mais parce que là, le terrain d'intervention était un terrain d'union locale, et très vite le rapport avec les entreprises s'est opéré. Mais par quel miracle? Le miracle, c'est la mobilisation des militants. Donc il y a des chiffres, ça et là, chaque année aux assemblées générales, 50 000 ou 60 000 ou 70 000 rencontres avec telle ou telle personne dans tel département. Oui, c'est un chiffre que vous citiez il y a 10 ans, 50 000 entretiens, accueil de personnes qui avaient tel ou tel problème à résoudre. Ça a dû maintenant probablement doubler. Absolument, sans doute. Mais c'était déjà très, très encourageant et motivant. Et aussi convaincant. Donc, en un mot, c'est pour ça que je trouve que c'est important. Parce que c'est l'expression d'une citoyenneté de la part des militants ou des consommateurs tout court. Quelqu'un venait consulter l'association dans tel département, eh bien, il était tout de suite disponible pour intervenir pour lui-même ou sur ce sujet-là, pour mobiliser. Donc, ça c'était des lieux de citoyenneté qui n'étaient pas forcément disponibles immédiatement. Et l'association, de ce côté-là, a joué un rôle tout à fait important. Ça confortait le statut de salarié comme citoyen à part entière, aussi bien dans l'entreprise que absolument, absolument. Sur le domaine de la consommation, ce qui est un domaine considérable quand même. Oui. Et puis, très vite, la découverte s'est opérée du rapport entre individuel et collectif. On vient pour soi-même et on constate que, d'une part, il faut lutter pour gagner, mais pour gagner, il vaut mieux être collectif, nombreux. Et ça, souvent, je trouve que ça, c'est une spécificité quand même, un terrain de découverte grâce à un DECOSA. Pour des gens qui jusque-là n'étaient pas forcément convaincus qu'il fallait se battre et se battre sur un sujet ensemble. Donc voilà, je pense qu'on est passé en quelque sorte de la délégation de pouvoir à l'intervention collective. Et ça, c'est pas mal. De l'engagement propre des gens eux-mêmes. Absolument. Et sur des questions comme le logement, c'est manifeste. C'est pour ça d'ailleurs qu'à partir d'un moment, un DECOSA a fini par présenter des candidatures avec tous les débats qu'il pouvait y avoir avec la CNL. Je laisse tout le monde juge de la façon dont ça s'est passé, mais au départ, c'est ça l'effet d'entraînement. Puisqu'on se bat pour ça, pourquoi on ne présenterait pas des candidats? Alors après, les conclusions sont discutables, sans doute. Je voulais dire aussi que très vite, la question s'est posée de la place d'un DECOSA dans des conflits industriels. Alors, je peux au moins donner un exemple. Dans les années 80, il y a eu des conflits importants chez Renault et la CGT a contribué à définir les contours, et plus que les contours, les raisons qui posaient comme question la construction d'une petite voiture populaire. Alors, tout ça s'est fait avec les militants, des ingénieurs, des techniciens de chez Renault, et on a fabriqué un projet qui s'appelait la Neutrale. Alors, Neutrale, pourquoi? Parce que c'est en fait Renault. Neutrale, Renault. Ouais. Et donc,
très vite la question s'est posée au fur et à mesure que le mouvement s'est développé, de voir comment en amont les gens pouvaient acquérir une telle voiture. Donc on a posé la question des conditions spécifiques de crédit, du niveau des assurances pour une petite voiture populaire qui puisse répondre aux besoins de la population. Donc, travail avec le syndicat de la métallurgie et de l'automobile, le secteur bancaire, et un DECOSA là-dedans, jouant le rôle de popularisation dans le milieu des consommateurs. Donc ça, c'est un exemple intéressant. Un autre exemple, c'est celui du surendettement. Alors, pour le surendettement, malheureusement, cette question-là s'est développée et s'est surmultipliée. Et on a défini tout un programme avec même la notion d'une faillite civile. Par comparaison avec la faillite des entreprises, où à partir d'un moment, la faillite étant déclarée, l'entreprise n'a plus à rembourser. Et nous, on a posé la question de la faillite civile pour des gens particulièrement surendettés et dont le paiement des dettes était absolument impossible, indécent et mortel. Donc, à partir de là, un DECOSA est apparu comme un terrain tout à fait mobilisateur sur la question du surendettement. Donc, la lutte contre l'exclusion est arrivée finalement beaucoup plus dans le milieu associatif que dans le mouvement syndical. Et parce qu'il y avait le débat sur la cohésion sociale, qui était un trompe-l'œil à juste titre, et que le syndicalisme ne souhaitait pas trop intervenir là-dessus. Et nous, par le cheminement de la lutte contre le surendettement, ou sur la question de la formation des prix et du pouvoir d'achat, on est vite arrivé sur cette question de l'exclusion. Simultanément, alors que dans le Conseil économique et social, Geneviève de Gaulle posait la question de la lutte contre l'exclusion, et avec une loi pour la cohésion sociale. C'était en quelle année, ça? Ça, c'était 94-95. Et Geneviève de Gaulle, à l'époque, était présidente d'ATD Carmont. Oui. Donc assez vite, la question s'est posée des rapports avec le mouvement caritatif. Et on a appris comme ça que travailler avec le mouvement caritatif, c'était pas contester la nature du mouvement caritatif, mais c'était plutôt écouter ce qu'il exprimait du point de vue des revendications immédiates, vitales en quelque sorte, et que la CGT et un DECOSA pouvaient jouer un rôle absolument pour mobiliser les salariés sur des questions comme ça. Donc on a assez avancé dans ce domaine, et on a fait, par exemple, on a favorisé une expression de 15 organisations syndicales et associatives sur la question du rapport logement, alimentation, santé, secteur public et surendettement, où chacun a trouvé sa place avec des exigences tout à fait importantes et avec
une délégation qu'un des COSA a conduite avec d'autres organisations auprès de Martine Aubry à cette époque. Donc, tout ça pour dire que ce qui peut apparaître comme trop un peu mineur et secondaire devient dans la mobilisation quelque chose d'essentiel et de très mobilisateur. Voilà, je voulais dire ça. À cette époque, le débat s'est aussi développé sur la question de l'Europe. En plus, il y avait la construction de l'euro. Et donc, on a fait un certain nombre de choses, mais ce que je veux dire, c'est que à cette époque-là, c'est un des COSA qui a contribué à créer une association de consommateurs au niveau européen. Donc, depuis, ça a évolué, évidemment, c'est devenu très compliqué. Mais à cette époque-là, en s'appuyant sur, ce que tout le monde ne sait pas, en s'appuyant sur l'aide de la CES, à laquelle nous n'étions pas adhérents à l'époque. Ah oui. Oui, oui, c'est vrai. Ah, c'est marrant ça. Oui, oui. Donc ça fait un parcours d'un des COSA quand même qui en fait une entité, une association assez essentielle aujourd'hui dans le mouvement social et syndical. Ben oui, moi je me dis, mais comment ce serait possible aujourd'hui que la CGT ne dispose pas d'une association comme ADECOSA? Elle a pignon sur rue, elle est reconnue à l'extérieur, ça c'est sûr, elle est reconnue maintenant dans la CGT, et chacun joue son rôle, quoi. Ce que je veux dire, c'est que l'expérience a montré qu'il faut des liaisons très étroites avec la direction de la CGT, mais non pas des liaisons où on vient prendre l'orientation de la CGT pour un des COSA, mais simplement pour une information mutuelle, et après, un des COSA joue son rôle spécifique en toute autonomie. Et la CGT, à un moment donné, peut apprécier la nature et l'importance de ce rôle-là. Mais l'autonomie me paraît tout à fait essentielle.